Je crois que nombreux d'entre nous connaissent la saga Retour vers le futur, mais nous, on va faire un saut vers le futur. Notre prochaine table ronde s'intitule Cyber 2030, avec pour thème de la défense à l'anticipation, les tendances qui redéfinissent la confiance numérique. Attachez vos ceintures, ça va décoller encore. Nous invitons sur scène Mathieu Camus, Nezar Derdabi, et cette table ronde sera modérée par Mahat Bah. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi encore une fois d'animer cette session et d'être entouré d'experts encore de qualité. Donc on est sur un sujet très critique d'actualité. Il s'agit de la cyber 2030. Donc de la défense à l'anticipation, les tendances qui redéfinissent la confiance numérique. J'aurai autour de moi, et je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Nezar Derdabi, vous êtes de la cyberdéfense, et vous êtes marocain, on est fiers d'ailleurs, et Monsieur Mathieu Camus, vous êtes fondateur de Privacy Impact. Alors, pendant plus de 10 ans, la cybersécurité s'est construite autour d'un socle traditionnel. Donc on avait la défense, la détection et la réaction face à des menaces qu'on arrivait à détecter bien évidemment. Donc nous avons mis en place des contrôles, surveiller ces menaces, gérer les incidents et renforcer nos systèmes à travers des moyens qui étaient à notre disposition. Mais à l'horizon 2030, cette logique défensive n'est plus suffisante. Donc on est dans des environnements automatisés, on est sur des attaques via l'IA, on est sur des attaques qui sont plus rapides qu'on pourrait détecter, et donc la capacité à protéger ne repose plus sur notre ancienne façon de faire. Donc la confiance digitale n'a pas besoin uniquement de protection, mais elle a besoin d'anticiper ce qui pourrait menacer demain. Donc Cyber 2030, comment redéfinir la confiance numérique? Je vais commencer par une première question. Comment voyez-vous la cyber en 2030? Ça va être une introduction pour entrer plus en profondeur et deep diver le sujet. Alors, on est en 2026. Donc 2030, ça va arriver très vite, et on peut s'appuyer sur notamment la stratégie des politiques publiques en direction des citoyens. C'est-à-dire comment est-ce que les acteurs publics vont orienter les régulations ces prochaines années pour apporter et améliorer les services numériques en direction des usagers, des citoyens, des résidents des territoires. Donc à ce titre, il y a une véritable volonté publique de développer de nouveaux outils. Et ces nouveaux outils font donc appel à des acteurs innovants. Donc il y a un besoin stratégique également de développer des acteurs dans le monde du numérique, et pas seulement des grands acteurs, faire appel à des grands acteurs internationaux, mais également développer tout l'écosystème du tissu des petites et moyennes entreprises et des startups. Donc ces acteurs qui, eux, vont développer, vont aider, vont accompagner le développement des nouvelles technologies, vont s'appuyer sur des infrastructures, et donc il y a également besoin d'infrastructures, de centres de données. Et donc, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on va déployer ces stratégies, cette volonté politique en infrastructure. Donc, est-ce que les centres de données sont des centres de données locaux, auquel cas on va essayer d'avoir une approche très souveraine des données qui vont concerner l'ensemble des citoyens,
Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on va adresser ces nouveaux outils avec des infrastructures en direction des différents publics? Parce que les publics ici, on est dans un auditoire vraiment très spécialiste, vraiment aguerri à l'univers du numérique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, il y a un besoin également de développement de politiques publiques pour essayer de rapprocher les personnes et tous les publics qui sont éloignés de l'univers du numérique. Donc il y a énormément d'enjeux autour de tous ces éléments techniques pour essayer de fournir un certain niveau de confiance sur ces nouveaux outils qui sont en cours de développement dans les années à venir. Monsieur Nezar Dazabi, Cyber 2030, quel visage aurait la guerre cyber à cette époque et quelles seront les nouvelles menaces qu'utiliserait un État, c'est-à-dire un espace cyber que va utiliser un État pour attaquer un autre État. Donc parlons vraiment de la cyber au niveau de la guerre entre États. Alors, bonjour Maha, bonjour tout le monde. Ravi de faire partie de cette 3e édition de Matech et aussi ravi de clôturer cette 3e édition. Je pense que c'est un privilège qui nous a été donné à Mathieu Camus et à moi avec une question très stratégique et à travers laquelle vous nous demandez de nous projeter en l'an 2030, d'ici 4 ans, quelles seront ces futures menaces, en sachant que déjà, les menaces actuelles et existantes sont des menaces qui constituent déjà un défi très important. Donc, est-ce qu'on doit être dans une position de crainte, d'appréhension, c'est sûr. Et essayer de deviner ce qui va se passer d'ici 4 ans, c'est toujours un exercice un peu délicat. C'est un exercice de prospective. Je pense que Mathieu est d'accord avec moi. Personne ne détient la boule de cristal. Mais dans une projection prospective, on essaie toujours d'imaginer le pire. Pourquoi? Pour une simple raison, qu'un scénario, on va dire, positif, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas à se préparer. Ce serait l'idéal, mais l'histoire nous a toujours habitués à envisager le pire pour avoir les moyens de répondre à ces futures menaces. Donc peut-être que je vais traiter de quelques cas qui sont peut-être effrayants, mais c'est la nature même de la prospective. Comme je l'ai dit, la prospective, on ne devine pas l'avenir, on imagine des scénarios de catastrophe pour justement avoir les outils, avoir les process pour y répondre une fois que ces scénarios devront se matérialiser. Alors, comment est-ce que seront les menaces futures? On en a déjà une idée maintenant, c'est l'IA, ce sont tous les multiplicateurs d'effets. Et donc, je ferai aussi une analogie par rapport à la stratégie purement militaire. Et on a remarqué par exemple que lors de la guerre Ukraine-Russie, quelle est la nouveauté? Ce sont la multiplication d'attaques par drone. Alors le drone, c'est une innovation technologique. Bon, elle n'est plus une innovation, parce que maintenant je pense que l'usage des drones s'est démocratisé et sur les théâtres de guerre, mais également dans le civil. Alors, au Maroc, on n'est pas encore arrivé à ce stade, mais dans des pays, aux États-Unis, les livraisons se font par drone, les contrôles de chantiers, de construction, de terrains agricoles, tout se fait par drone. Donc, en fait, on a tous tendance à s'appuyer sur la technologie au profit de notre activité principale. Donc, sur le champ militaire, cette innovation du drone, et surtout les drones low cost, qui ne coûtent pas très cher, l'armée russe et ukrainienne l'ont utilisé, comme ce sont des technologies maintenant qui sont maîtrisées par les deux pays. Au lieu d'envoyer des attaques par missiles, par avion de chasse, le coût de chaque attaque coûte très cher. Qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi de saturer les défenses ennemies. Donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie 1000 drones, des drones low cost qui coûtent 200 €, en sachant que l'ennemi ne pourra pas gérer toute cette menace. Une attaque des dos, c'est via les drones. Exactement. Donc vous avez très bien compris mon analogie. Donc le but de ça, c'est que rendre la parade très chère,
Maintenant, on a des missiles qui peuvent nous protéger de drones, mais ce sont des missiles qui coûtent 200 000 euros contre un drone qui coûte 200 euros. Donc finalement, qui a gagné la guerre? Est-ce que c'est l'attaque ou la défense? Donc l'analogie est très bien faite. La tendance future, c'est que grâce à l'IA, l'IA qui permet de doper la surface d'attaque, de l'automatiser, le but ce sera, au lieu de viser un OIV principalement, c'est de viser plein de petites cibles qui n'ont pas une grande importance, mais c'est de fatiguer, c'est d'arriver à saturer les défenses adverses et d'entraîner une fatigue opérationnelle. Donc imaginez que d'ici 2 semaines, on a la CAN, le match d'ouverture, et que une entité, qu'elle soit étatique ou non, veuille attaquer par exemple le système d'information de la DGSN. On imagine tous que le système la sécurité des systèmes d'information de la DGSN est une infrastructure qui a énormément de ressources humaines, etc. Mais au lieu de l'attaquer, on va attaquer plusieurs petites cibles qui vont faire que tout le dispositif de défense va être fatigué pendant plusieurs jours à essayer de répondre à des petites attaques, alors que la grande attaque qui va venir va peut-être avoir un effet beaucoup plus dévastateur. Donc, première chose, c'est la saturation. L'effet de saturation, c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus grâce à l'IA, peut-être grâce aussi à l'informatique quantique. Je pense que on n'en a pas parlé durant cette... Mais c'est quelque chose qui arrive, et la vague de l'informatique quantique va submerger le monde de la cybersécurité autant que l'IA. Ça nous donne des idées pour les sessions. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est tout simplement la science. Deuxième effet, c'est dans la stratégie militaire, je reviens au premier stratège, Sun Tzu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Tous les manuels de stratégie militaire, mais aussi tous les masters, les MBA de business, reviennent à ces, je dirais, piliers de la stratégie que j'invite tous les étudiants ici présents à lire. Et un des préceptes les plus importants de Sun Tzu, c'est essayer de gagner la guerre avant la guerre. Alors c'est très beau dit comme ça, mais comment ça se matérialise en fait? C'est qu'il faut essayer d'avoir un impact sur la psychologie de l'ennemi de telle façon qu'avant que commence la guerre, ils se disent que pour moi la guerre elle est perdue. Je donne un exemple très simple. Si vous suivez l'actualité, depuis 3-4 ans, la Chine revendique Taïwan. Donc Taïwan, c'est une île au milieu de l'océan Pacifique. Et la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant plusieurs années, elle est en train d'harceler les défenses de Taïwan sans percer l'espace aérien. Donc qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils envoient des avions de chasse jusqu'à ce qu'ils arrivent à la limite de l'espace aérien de Taïwan et ils rebroussent chemin. Sauf que dans les process de défense, on ne va pas attendre que l'ennemi pénètre dans notre surface, dans notre plutôt espace aérien. Dès qu'il arrive à une certaine distance de sécurité, c'est-à-dire, je n'ai pas le chiffre exact, mais disons que les avions arrivent à 10 km avant de percer, on est obligé de faire voler les avions. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas attendre que notre système soit percé pour envoyer la défense. Et donc, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie ses provocations. De telle sorte que vous imaginez les moyens qu'a la Chine. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Taïwan, c'est 20 ou 30 millions. Donc, c'est des forces aériennes 10 fois, 100 fois supérieures, etc. Le but, c'est d'épuiser les défenses de Taïwan. Et le jour où la Chine voudra attaquer, l'ennemi sera épuisé. Pourquoi? Parce qu'il aura fait face à une série de simulations. Et ça aussi, c'est un élément qui est très important. Les attaquants cyber vont commencer à simuler des attaques ou bien carrément à coordonner des attaques de moindre importance de telle sorte que, par exemple, le SOC d'une entreprise soit tellement fatigué et qu'on arrive à une usure mentale, technique, que le jour où on veut vraiment attaquer, on aura, à vrai dire, on va faire face à une défense qui est diminuée
et l'attaque va avoir un impact beaucoup plus important. Alors, c'est un point très important qui me lie avec la session d'avant. Tout ce qui est SOC-SIEM, on ne doit pas négliger les tentatives et on doit bien évidemment les cartographier aussi, les loguer, parce qu'au moment où on aura vraiment, ça c'est des simulations qu'il ne faut pas ignorer, parce qu'au moment en fait où ça va arriver, ça va être basé sur les mini-simulations et les mini-tentatives qu'a essayé de faire les hackers. Donc forcément, même s'il y a une tentative qui est minime, il ne faut jamais la négliger, il faut chercher la route cause, il faut absolument la cartographier, il faut absolument la loguer et se préparer à 2030 à travers ce schéma que vient Monsieur Nizar de décrire. Alors la question qui vient juste après, maintenant on a parlé un peu de la guerre, donc d'un point de vue civil, comment se prémunir de ces menaces? Alors, l'exemple des drones est vraiment très parlant parce que en France, il y a eu beaucoup de débats sur les usages de drones par la police notamment. Et les drones sont très efficaces parce que dès lors qu'on va mettre en place des dispositifs technologiques qui ont des effets, des effets relativement avec une certaine autonomie. Et à qui on va déléguer une certaine forme de responsabilité. Sur les drones aujourd'hui, on peut lancer des drones et ils vont prendre de clichés de personnes qui sont susceptibles de commettre des infractions de manière complètement automatique. Donc là, les drones permettent de faciliter la tâche d'investigation des enquêteurs et de limiter les risques sur la population notamment. Donc là, c'est dans le cas où on a des drones qui vont être utilisés à des fins de protection. Simplement, des questionnements arrivent dès lors que ces drones sont exploités lors de mouvements sociaux à des fins de fichage de leaders syndicaux, par exemple. Et là peut se poser la question de l'usage de protection de ces personnes. Et il y a un besoin très fort de légiférer justement pour garantir et pour conserver la confiance entre l'État et ses citoyens. Cette image de drone, cet exemple, c'est vraiment la concrétisation de solutions technologiques innovantes immatérielles, telles que l'intelligence artificielle, appliquées à des dispositifs très concrets matériels. Et un autre exemple, c'est lorsqu'on a des États qui veulent déstabiliser d'autres États à travers des campagnes de désinformation. Les outils d'intelligence artificielle permettent de déployer une massification énorme de fake news, par exemple. Et dès lors qu'on va insuffler des messages qui peuvent paraître anodins, pris les uns indépendamment des autres, lorsqu'on va les diffuser à un très grand nombre de populations ou lorsqu'on va multiplier la quantité de ces messages, on va marteler ces messages sous diverses formes. Parfois, on peut avoir une manipulation de l'information, enfin une manipulation des comportements et des opinions des personnes. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lors des dernières élections présidentielles en Roumanie. Et il y a eu donc des investigations avec des questionnements sur la légitimité des votes qui ont été réalisés lors de ces élections. En France, se pose la question également de l'encadrement des influenceurs sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils peuvent transmettre des messages à des personnes qui vont être perçus comme des consommateurs et des messages dont les diffuseurs, qui sont les influenceurs, n'ont peut-être eux-mêmes pas conscience des effets qui vont être produits par ces messages. Donc il y a un besoin d'encadrement assez fort, et à ce titre, il y a la charte de l'UNESCO de 2021, dont le Maroc est signataire, qui permet de définir certains critères de garde-fous sur les bons usages de telles technologies. Merci beaucoup. Monsieur Nizar, cette année, c'est la Coupe d'Afrique. En 2030, c'est la Coupe du Monde. Donnez-nous un scénario de menace qui pourrait
je fais appel à votre imagination réelle. Alors, sans paraître oiseau de mauvais augure, mais comme je l'ai dit au début, il faut toujours envisager le pire pour pouvoir gérer le moins pire. Donc, effectivement, quand on imagine des scénarios catastrophes, on essaye en termes d'évaluation de risque, de gestion de risque, d'imaginer ce qui peut avoir le plus d'impact sur une organisation. Et je pense qu'il n'est même pas la peine de faire appel à notre imagination. Il faut juste voir quels sont les derniers types d'attaques recensés dernièrement. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à cette information. En septembre, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, donc plus grands événements internationaux, avec à peu près tous les chefs d'État de la planète rassemblés dans une ville, New York. Quel type d'attaque on a eu à faire, qui a été déjoué non pas par les services de cybersécurité ou de SSSI, mais plutôt par les services de renseignement. Et cette attaque constituait en quoi? En une ferme de carte SIM. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les services de renseignement, la CIA, a découvert dans un appartement pas très loin du local, ou plutôt de l'Assemblée, du siège de l'Assemblée générale des Nations unies, une ferme à carte SIM de 300 000 cartes SIM, avec des serveurs, avec une capacité d'envoyer 30 millions de SMS par minute. Donc imaginez l'effet que ça peut avoir. Heureusement que cette concentration et cette ferme à carte SIM a été localisée, a été anticipée par les services de renseignement américains, mais quel type d'attaque pourrait-on imaginer? Donc imaginez que la personne qui est derrière toute cette organisation, d'ailleurs la CIA l'a affirmé, le niveau d'organisation de cette ferme à carte SIM n'aurait pas pu être faite par une organisation criminelle. Ça demande des capacités logistiques et stratégiques de la part d'un État. Alors les Américains n'ont pas cité directement cet État concerné. Je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin-là, mais juste pour vous dire que si cette ferme à carte SIM avait été activée, elle aurait pu paralyser tous les systèmes d'appel d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer des SMS, des appels au numéro de la police, des urgences médicales, des sapeurs-pompiers, etc., etc. Donc, on essaye de se mettre maintenant dans un contexte marocain. Imaginez le jour de l'ouverture de la CAN qui va se jouer à Rabat. Donc, événement continental, mais quand même avec une couverture internationale, parce que ça reste un événement et une compétition qui est suivie par des millions, peut-être même des centaines de millions de fans. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer, ou bien avec une ferme à carte SIM équivalente, placée à Rabat ou dans une autre ville marocaine, on va saturer les numéros d'urgence de la police. On va saturer les numéros d'urgence médicales, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? On peut complètement paralyser la circulation à Rabat, paralyser un aéroport comme l'aéroport de Rabat-Salé ou de Casablanca. Et donc, c'est une attaque qui a un impact sur tout le système d'information de la police, du ministère de l'Intérieur, etc., sans avoir touché l'infrastructure purement SSI. C'est-à-dire que toutes ces organisations, ces services comme la police, les forces de l'ordre, etc., vont être sur le pied de guerre, ça c'est sûr. Ils ont préparé tout un cocktail ou bien tout un arsenal de moyens software, moyens technologiques, mais aussi de ressources humaines avec peut-être des renforts, etc. Mais seulement on va les attaquer par l'intermédiaire d'appels téléphoniques où on va complètement saturer le réseau. Donc, il faut se mettre en tête une chose, c'est que l'assaillant, il prépare toujours son coup en essayant d'innover. On ne va jamais